Donc nous avons trois auteurs, enfin deux auteurs et puis un responsable puisque de l'université. On a Miguel Benacelay, qui est psychanalyste et philosophe, qu'on a invité parce qu'on avait d'abord repéré un livre qu'il a fait avant celui dont on va parler aujourd'hui, qui s'appelait Cerveau augmenté, homme diminué, point d'interrogation, et qui s'interrogeait sur les questions que posent les visées transhumanistes, posthumanistes, etc. On a Nicole Pignet, qui est professeure à l'Université de Limoges, pour son livre Le design, un titre très compliqué, Le design et le vivant. Donc il faut entendre, voilà, culture, agriculture et milieu paysager. Donc il faut entendre le mot design comme la fusion du dessin IN avec le dessin EIN. C'est à la fois l'intention et la création. Qui a aussi fondé à Limoges une école du paysage, des milieux paysagers, c'est ça, avec Gilles Clément, c'est ça, dont elle nous dira peut-être un mot tout à l'heure. Et enfin Francis Allard, qui est professeur émérite à l'Université de La Rochelle et qui est en charge du projet Smart Campus, qui est un projet qui s'inscrit dans un autre plus global qui est celui de l'agglomération de La Rochelle, d'être à l'horizon 2040 un premier territoire littoral zéro carbone, c'est ça. Et dans le cadre de ce projet, il y a un sous-projet qui est celui de l'université, de devenir une université zéro carbone, mieux reliée à son environnement. Enfin, il nous expliquera tout ça tout à l'heure. Donc, on va commencer peut-être par Miguel. Je vais poser une question assez générale pour que tu puisses développer ensuite. Donc, quand on évoque les questions, on est tous hybridés aujourd'hui avec des machines et puis on parle du transhumanisme, d'intelligence artificielle, en fait tout ça. Est-ce que face à ce qui est présenté comme un progrès, on a des résistances qui sont comme celle qu'on a eue, par exemple, lorsque la machine à vapeur est arrivée? Est-ce que on a raison c'est la même chose ou c'est différent? Ou c'est autre chose à quoi on a affaire? Bonjour, merci aux organisateurs, merci Xavier. Au fait, oui, par rapport à ta première question, on peut dire que si, il y a quelque chose qui est comme toujours, hein, c'est-à-dire qui est comme toujours face à un changement radical, très important, comme ça pourrait être comparé à l'imprimerie, mais je pense quand même que l'arrivée du monde digital, plutôt, elle est anthropologiquement comparable à l'acquisition, je sais pas, l'émergence du langage pour l'espèce humaine et l'émergence de l'écriture. Je pense que c'est une révolution de ce type-là, n'est-ce pas? Alors, de ce point de vue-là, les langages, on ne sait rien parce que c'est l'humanisation de l'espèce humaine, quelque part. Alors, on ne connaît pas une espèce humaine sans langage. En revanche, on connaît des groupes humains sans écriture, n'est-ce pas? Alors, ce qu'on peut dire, c'est en comparant la question du langage par rapport aux autres espèces, non, même ceux qui nous sont très proches, c'est que les langages impliquent par rapport à la connaissance indirecte, n'est-ce pas? C'est-à-dire, les langages permettent d'avoir des connaissances indirectes, c'est-à-dire que je n'ai pas besoin de faire l'expérience pour connaître, n'est-ce pas? C'est-à-dire, on me la raconte. Bon. Alors, on peut dire que par rapport à d'autres espèces, l'effet d'avoir un langage articulé, non pas un code, c'est-à-dire il y a des proto-langues animales, bien entendu, mais disons que avoir un langage fait que, grosso modo, 50% de ma connaissance, grosso modo, est de provenance extérieure à mon corps, à mon expérience corporelle. Là où il y a des travaux beaucoup plus fins, même en neurophysiologie, parce que effectivement, mon autre côté est plus de sciences de la vie et sciences exactes, non, par rapport à ma formation. Là où on a des expériences plus concrètes, c'est par rapport au peuple non alphabétisé. Alors, un peuple alphabétisé est un peuple qui, grosso modo aussi, c'est pas exact, mais on peut dire que 70-75% de leurs connaissances sont indirectes, n'est-ce pas? En plus, l'écriture a permis de matérialiser la pensée. Okay. Et aujourd'hui, avec l'arrivée du monde digital, hein,
on peut dire qu'il y a des gens, il y a des populations entières par rapport auxquelles 90% de leurs connaissances, 95% de leurs connaissances viennent de façon indirecte. Bon. Alors on aura compris que c'est comme des étapes, des niveaux de déterritorialisation, de décorporisation. Hein. Alors pour aller vite, il faut savoir quand même que d'un point de vue philosophique, épistémologique, mais aussi biologique, il y a une différence radicale entre information et connaissance, et cette différence passe par le corps. C'est-à-dire que la connaissance implique un corps situé qui, par rapport à ces corps-là situés, acquiert une connaissance. L'information, elle est déterritorialisée, n'est-ce pas? Et, petite parenthèse, mais ce n'est pas un détail, c'est pourquoi, par exemple, nos populations actuelles, qui sont noyées d'informations, une des conséquences d'être noyées d'informations, donc décorporisées, est un vécu d'impuissance. Parce que pour agir, il faut connaître. C'est-à-dire, c'est pas qu'il faut connaître. Connaître et agir, c'est la même chose, n'est-ce pas? Parce que dans la connaissance, il y a un mouvement, il y a une activité du corps, n'est-ce pas? Donc c'est quand même pas rien, hein, c'est-à-dire parce que vous voyez bien, surtout vous, que vous avez votre sensibilité que nous partageons, nos contemporains sont noyés d'informations apocalyptiques, n'est-ce pas? Et tous ils disent, mais que faire, que faire, que faire? Et après, ils vaquent à leur activité, ils pianotent leur cacaphone et tout ça. Et au fait, parce que je ne connais pas bien. Et alors, au fait, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est qu'il y a une masse d'informations qui produit un être au monde, parce que c'est le rapport au monde, n'est-ce pas? Un être au monde d'impuissance, n'est-ce pas? Alors, ce qui est en train de se passer aujourd'hui est comme toujours, et c'est pas comme toujours, vous voyez? Et comme toujours, dans le fait qu'un changement radical signifie ne plus être ce qu'on était, donc il y a une angoisse des morts, pour dire comme ça, je sais pas, hein, il y a quand même quelque chose qui est perdu, etc., comme toujours. Vous savez, par exemple, il y a des travaux très très intéressants de vos compatriotes Duby et Ariès sur la, comment ça s'appelle, la psychologie de la vie, histoire de la vie quotidienne, n'est-ce pas, de Ariès et Duby, dans lesquels ils racontent vraiment, par exemple, quand va apparaître l'imprimerie, l'écriture, l'imprimerie surtout, non, donc que ça se diffuse, les bouquins, la lecture, etc., comment on disait l'imprimerie va dans le sens de l'ignorance. C'est rigolo aujourd'hui. C'est rigolo parce qu'effectivement, non, quand on voit quelqu'un qui lit, on lui donne une médaille, on dit bravo, tu lis un bouquin. Non. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé pour aller vite? Ce qui s'est passé, c'est que l'écriture en Mésopotamie, est là, quoi, 3500 ans, un truc comme ça, non? 3500 ans. Donc il y a eu un apprivoisement, n'est-ce pas? C'est-à-dire que ces mouvements de déterritorialisation qui signifiaient la transmission écrite, donc en direct, étaient apprivoisés par les vivants, n'est-ce pas? Donc il y a eu une réterritorialisation. C'est-à-dire que le vivant s'est réapproprié de ce que l'écriture l'avait enlevé comme puissance, vous comprenez? C'est-à-dire qu'il y a une récorporisation, pour dire comme ça. Hein? C'est-à-dire que c'est vrai que c'est une expérience réintégrée, voilà, à la vie. Le problème avec les digital, c'est d'une part, c'est comme les autres deux grandes révolutions anthropologiques, donc la langue et l'écriture, mais le problème, c'est la vitesse de diffusion. Hein? C'est un des problèmes. Un des problèmes est la vitesse de diffusion. Pourquoi? Parce qu'effectivement, les anticorps de régulation, pour le nommer comme ça, les mécanismes de régulation sociale et individuelle, n'ont pas le temps. N'ont pas le temps. N'est-ce pas? Et bon, après, moi, j'ai travaillé beaucoup sur les modifications cérébrales, physiologiques et anatomiques de la promiscuité être humain-machine, n'est-ce pas, cerveau-machine, parce que j'avais travaillé longtemps dans l'implant cochléaire, non? Et j'ai voulu travailler sur des hybridations non intrusives. Alors donc, j'ai travaillé sur qu'est-ce qui se passe avec voilà, les fameux cacophones, ou les GPS, ou toutes les machines comme ça, digitales du quotidien. Et ce que j'étudiais, et ce que j'ai compris en étudiant, en travaillant pendant des années là-dessus, c'était effectivement cette délégation des fonctions du cerveau vers la machine sans contrepartie. Non, sans contrepartie, ça c'est quand même important.
Et chose que c'est pas le cas dans l'écriture. Hein, c'est pas le cas dans l'écriture. Bon, donc c'est... Est-ce qu'il y aura contrepartie ou pas? Je pense que... Bon, espérons qu'on aura le temps de le voir, n'est-ce pas? Mais bon, ça prend des années. Hein. Et donc voilà, la nouveauté, c'est ça. La nouveauté, c'est qu'il y a une grande avancée colonisatrice du digital vers le vivant, sans aucun type de régulation. Alors, je dis juste un mot là-dessus. Il faut savoir quand même, peut-être vous le savez, mais bon, ça va mieux en le disant, que d'un point de vue scientifique, la doxa majoritaire est qu'il n'y a aucune différence qualitative entre la machine digitale et le vivant. Vous voyez? Donc, pour les mécanismes de régulation, on est mal barré, vous voyez, parce qu'on ne voit pas qui devra réguler quoi que ce soit. Vous voyez? C'est-à-dire qu'à proprement parler, nous ne sommes pas dans une étape historique de hybridation machine-vivant. Parce qu'hybridation veut dire qu'il y a deux entités différentes, avec leur singularité, qu'en s'hybridant donne un peu dialectiquement une synthèse, n'est-ce pas? Conflictuelle, une synthèse conflictuelle, mais une synthèse. Aujourd'hui, non, parce qu'aujourd'hui, la doxa dominante, il faut savoir par exemple que les chercheurs comme moi, on est marginal et on est à peine accepté comme chercheur, n'est-ce pas, dans la communauté. Mais je veux dire, ceux qui pensent qu'il y a une singularité du vivant. La majorité dit qu'il n'y a aucune singularité du vivant. Et à chaque fois qu'on avance une singularité, ce qu'ils disent les collègues, c'est comment c'est intéressant, il va falloir modéliser ça aussi. Question aussi que tu évoques, la continuité ou la discontinuité entre le vivant et l'inerte, et donc et aussi la domination. Alors toute cette évolution vient de la domination, tu en as parlé, du digital, du numérique, mais aussi de la domination de la biologie moléculaire, une appréhension du monde qui fait qu'on segmente tout. Donc, alors tu écris, nous sommes hybrides, mais avec la dislocation des processus du vivant, avec des segments du vivant qui font partie des réseaux techniques. Donc, où on va, quoi. Alors, c'est très compliqué parce qu'effectivement, je pense que vers là où on va, d'un point de vue anthropologique, sincèrement, là où on va, c'est pas un effet des manches comme ça, on va vers un nouvel animisme. Hein? C'est-à-dire que ce qui est en train de se passer dans notre culture, c'est que, surtout en Europe, et on est ni plus ni moins dans les pays de Descartes, qui était, pour aller doucement en euphémisme, c'était une sorte de bombe à neutrons pour la pensée, non, les grands Descartes, avec son dualisme, non, et les corps-machines, etc. Bon. Alors donc, effectivement, tout ce qui était le monopole de l'humain, qui était la pensée, le libre arbitre, la décision, patatim patatam, être un sujet. Aujourd'hui, ces monopoles-là n'appartiennent plus du tout au vivant, à l'humain, n'est-ce pas? Il y a une distribution des qualités propres à l'humain que jusqu'il y a 60 ans étaient les qualités propres à l'humain, non? Par exemple, aujourd'hui, on dit une machine est vivante, n'est-ce pas? C'est-à-dire la vie artificielle. On dit une machine pense, une machine décide. Vous savez, je connais des gens, des épistémologues, des philosophes, qui travaillent pour le logiciel éthique de la Google Car. C'est-à-dire quoi un logiciel éthique? Bon, ça veut dire une horreur, non, mais disons que qu'est-ce qu'il entend, eux, pour un logiciel éthique? C'est-à-dire c'est une instance de décision que la Google Car doit décider s'il doit écraser le petit chat ou l'enfant, n'est-ce pas? Cela dit, soit en passant, on vient de vivre, il y a 15 jours, ce qui était des cauchemars pendant plus d'un siècle de science-fiction, c'est-à-dire un robot autonome a tué 2 personnes. Non, c'est-à-dire que la Google Car a tué une personne et une autre voiture autonome de Uber a tué une bonne femme aux États-Unis, n'est-ce pas? Oui, c'est-à-dire que c'était un logiciel éthique. Je te dis, c'était un logiciel éthique. De l'autre côté, il y avait un chat. Mâle. Un chat mâle. Écoute, c'est l'éthique. Alors donc, effectivement, c'est-à-dire, ce qui se passe, c'est que concrètement, cette distribution des qualités humaines, jusque-là humaines, vers des machines, ce n'est pas un saut de 180 degrés, hein, c'est pas un saut. Il y a une diffusion, c'est-à-dire qu'il y a un dégradé, pour dire comme ça. Par exemple, sans crier gare, sans s'apercevoir, les juristes
ils ont opéré une révolution anthropologique incroyable. Ils ont nommé sujets des droits à certains animaux, par exemple. Chez nous, en Argentine, les grands singes du nord-est sont des sujets des droits. Être sujet des droits, pas objet des droits. Hein. Sujet des droits. Il y a des forêts dans lesquelles des jurisprudences, ils ont donné la qualité des sujets des droits. Vous voyez, c'est-à-dire que tout à coup, l'effet que des animaux, des forêts, des fleuves et tout à coup, vous comprenez, jouissent de cette qualité d'être sujet des droits, fait que les monopoles de l'humain n'existaient plus, ces monopoles. Donc, dans ces dégradés-là, on arrive à ces positions ridicules jusqu'à hier, hein, de la machine aussi sujet. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'on va pas, il n'y a pas un saut comme ça, une rupture radicale dans laquelle on dit l'humain est le seul sujet et la machine tout à coup apparaît comme un sujet. Non, on est dans une époque historique très particulière dans laquelle il y a l'explosion de ce monopole et une distribution de ces qualités qui donnaient la qualité des sujets qui arrivera effectivement jusqu'à la machine. Alors, est-ce que la machine, on va donner des droits ou pas à la machine? On s'en fout, c'est pas ça le problème. C'est-à-dire, ce qui est le vrai problème, c'est qu'on donne déjà des qualités qui étaient privatives à l'humain à la machine, vous comprenez? C'est-à-dire que si demain, on pourra juger ou pas une machine comme au Moyen-Âge, on jugeait un animal, et comme en Chine, on jugeait une montagne, n'est-ce pas? C'est-à-dire que ce n'est pas la première fois que l'humanité donne des qualités de libre arbitre, pour dire comme ça, des sujets, bon, je vois, à de l'inerte. Hein? C'est pour ça que je parle d'un nouvel animisme. Ce nouvel animisme est déjà là, n'est-ce pas? C'est-à-dire que la machine, non, les animaux, l'inerte, partagent des qualités qui étaient propres à l'humain. Alors, notre problème aujourd'hui là-dedans, c'est que ceci ne se passe pas tout va le mieux dans le meilleur du monde. On est tous contents que les grands singes chez moi, on ne les écrabouille plus. N'est-ce pas? C'est très bien ça. En attendant, Monsanto, vous voyez, c'est-à-dire la pampa n'est pas un sujet de droit. Hein, alors, mais effectivement, la question c'est, dans cette distribution, il n'y a pas simplement une distribution, il y a un raplatissement de la considération de ce qui est vraiment le vivant. N'est-ce pas? Alors moi, je pense que c'est votre sujet, mais je pense qu'effectivement... Non, je ne sais pas piquer. J'ai dit deux mots et après, comme ça, ils attendent que vous commencez à parler. Et au fait, je pense qu'effectivement, on va vers un nouvel animisme dans les bons sens, parce que vers où on va, dans le pire des sens, on va vers une colonisation destructrice de l'artefact qui colonise effectivement et la logique technicienne néolibérale qui colonise en détruisant. Dans les bons sens, on va vers un changement radical de ce qu'on appelait jusqu'ici un sujet. Et je pense qu'il va falloir pouvoir penser les contours d'un sujet, et les plus proches que je peux penser, ce sont des paysages écologiques, n'est-ce pas, des paysages qui, dans un ensemble dans lequel il y a de l'humain, de l'animal, de la technique, de l'inerte, n'est-ce pas, que ce seront des unités, n'est-ce pas, c'est-à-dire qu'il y a cette excentration, vous voyez, de l'homme en tant qu'être humain, non, de l'humain. Cette excentration de l'humain, non, que c'est un peu style copernicien, hein, c'est-à-dire on excentre du centre de notre univers l'humain. Cette excentration de l'humain n'est pas un désastre, si cette nouvelle articulation, hein, si cette nouvelle alliance, comme dirait Isabelle Stenger, Prigogine dans son fameux bouquin, si cette nouvelle alliance est une alliance dans laquelle ces nouvelles sujets, que je les pense comme des paysages, hein, peut effectivement être centré sur des principes organiques, que c'est mon boulot, essayer de trouver quels sont les principes organiques. Oui, parce que juste, c'est bien la différence entre l'inerte et le vivant, c'est que le vivant fonctionne comme un organisme, alors que l'inerte, lui, ne fonctionne pas comme un organisme. L'inerte peut associer, articuler au vivant, peut fonctionner d'après des principes organiques. Hein? L'inerte peut fonctionner d'après des principes organiques, comme le vivant peut être considéré comme un agrégat, comme le considère la biologie moléculaire, ou comme le considère les DRH, qui le considèrent ressources humaines, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'il y a... Vous voyez, si vous êtes biologiste moléculaire, les gens au dîner ils disent « Ah merde, il est biologiste moléculaire ». Si vous êtes DRH, c'est un peu plus évident. Mais tous les deux,
tous les deux, ils pensent la même chose. Ils pensent que l'humain, c'est un amas, un agrégat non organique. Nicole Pigné, donc une belle transition, là, dans l'évolution, on va vers des paysages. C'est votre sujet, les paysages. Donc la distinction entre... alors il y a deux questions intéressantes. Donc il y a la différence entre paysage et milieu paysager, déjà, qui amène... Et puis cette question qui revient beaucoup dans votre livre, qui est intéressant, qui est la question de comment on design. Donc j'ai dit dessin et dessin. Comment on design le vivant? Est-ce qu'on design avec? Est-ce qu'on design contre? Est-ce qu'on design en faisant comme si ça n'existait pas? Voilà. Donc je vous laisse la parole. Alors, pour amorcer sur la question du design, tout part de la question du sens. Aujourd'hui, plus que jamais, cette question du vivant est au cœur de beaucoup de recherches dans différentes disciplines et au cœur de beaucoup de réflexions. Simplement, elle est toujours dans une convergence entre biologie et sciences des techniques, technologie. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de spécifique, on va dire, à notre fin de XXe siècle et début de XXIe siècle, cette convergence que sont les biotechnologies et plus largement les technosciences. Alors tous les domaines sont touchés, mais évidemment le domaine de l'agriculture, donc ce que je vais dire va être vraiment tissé avec les interventions précédentes. On va parler donc de ces paysages agricoles et paysages nourriciers. Alors, la question du vivant est au cœur des recherches et des débats, et pourtant on a le sentiment d'être de plus en plus hors sol. Donc ça fait écho aussi à ce que vient de dire Miguel. L'agriculteur, qui normalement est censé être en contact avec la Terre avec un T minuscule en tant que sol vivant, en tant que petit bout de la planète qui nous accueille, et la Terre avec un grand T qui accueille la vie en tant que planète. Alors, cet agriculteur qui est censé être en contact avec la Terre, eh bien, on l'invite à être hors sol. Donc, être hors sol, ça veut dire que des logiciels décident pour lui du rythme du désherbage, des traitements, des semences. Ça veut dire qu'il n'y a plus de lien concret et polysensoriel entre cet agriculteur qui suit cette ligne de commande-là et son milieu paysager et ce sol qu'il doit travailler. Et les animaux n'ont plus cette interaction avec le vivant. Alors Ernst a très bien montré que le fait de diffuser dans des grandes monocultures ou des serres industrielles des sons enregistrés, c'est absolument pas la même portée de sens qu'une interaction très riche de biodiversité entre des êtres vivants et des animaux évidemment aussi, et des végétaux. Donc on devient complètement hors sol, et pourtant Véronique, dans son livre, montre bien des exemples, et tant mieux, ces exemples-là se multiplient, de paysans qui se revendiquent paysans parce que justement ils travaillent leur pays, leur petit coin de terre, de sol vivant et de terre-planète. Donc là, ça pose la question du sens, puisqu'on se heurte à des différentes visions de conception de notre manière d'être au monde et conception du monde. Ces conceptions du monde, elles reposent sur des choix, mais également des manières d'articuler des grands schèmes, c'est-à-dire des matrices organisatrices de la perception, que sont les axes nature-culture, individu, collectif, vie, mort, masculin, féminin, etc. Et on avait, au XVIe, XVIIe siècle, en français, un terme à double orthographe qui signifiait tout ceci, à la fois le dessin EIN, c'est-à-dire le but, l'objectif, la visée. Vers quelle conception du monde allons-nous et dans quel monde nous projetons-nous? Et à la fois le dessin IN. Je vais donner forme, je vais dessiner. Ce terme à double orthographe, qui comportait on va dire en coopération les deux sens, venait du terme latin désignare, qui voulait dire tout à la fois dessiner, mais aussi désigner, indiquer, arranger, ajuster, donner forme. Bon. Et les Anglais nous ont emprunté le terme de dessin IN et dessin IN
pour inventer la notion de design. Voilà ce que signifie le design, non pas le meuble à la mode qui est le meuble design, non pas cette réduction de sens, cet aplatissement du sens, mais une réflexion sur nos choix, sur nos conceptions de manière d'être au monde et de manière d'envisager notre lien au monde. Bien, donc c'est à partir de ce terme que j'ai souhaité interroger ces différents paysages nourriciers et paysages agricoles qui différencient, qui distinguent, qui sont différents, qui sont distincts selon des agricultures paysannes, l'agriculture industrielle mondialisée et par exemple le design permaculturel. Ces différentes manières de faire, de concevoir des paysages nourriciers se fondent sur des manières distinctes d'articuler les schèmes, les matrices organisatrices de la perception que sont par exemple individus collectifs, nature-culture, etc. Alors on en arrive à cette déclinaison. Faire avec le vivant, faire à rebours du vivant, et alors designer avec le vivant, designer à rebours du vivant, et designer le vivant. Les agricultures paysannes sont l'exemple même d'agricultures diverses. Pourquoi diverses? Parce qu'elles se fondent toutes sur ce socle commun de continuité entre des manières d'inventer des techniques, des cultures culturales, manières de travailler la terre, manières de dessiner des paysages nourriciers, en continuité entre ces manières-là, ces cultures culturelles, et leur milieu de vie avec ses spécificités. C'est-à-dire qu'en interaction avec leur milieu de vie spécifique, selon le relief, le climat, la végétation, etc., elles ont laissé émerger des langues, des techniques, et évidemment, ces cultures culturelles qu'elles ont laissé émerger et façonner sont en lien étroit avec des cultures culturelles. Il y a donc une vraie continuité qu'Augustin Berck, géographe et philosophe, appelle une continuité éco-techno-symbolique. Éco, c'est l'oikos, c'est la maison, l'accueil, la maison qui nous accueille, c'est la planète, et c'est cette terre qui nous porte et qui nous supporte. Bien. Et dans cet ajustement, il n'y a pas de déterminisme. C'est-à-dire que ces communautés paysannes, elles pouvaient inventer en Amérique du Sud autre chose que des cultures en terrasse. C'est un lien créatif, mais qui n'est pas hors sol, qui est, et je reviens vers Miguel, complètement incorporé, complètement pensé et vécu en même temps dans un lien d'être vivant en interaction avec un milieu peuplé d'êtres vivants. Donc là, on comprend qu'il y a un façonnage des paysages nourriciers dans un lien d'ajustement, c'est-à-dire que les communautés humaines sont en ajustement avec un vivant duquel est une biosphère, desquelles elles émanent. Nous sommes, nous aussi, des êtres vivants, mais elles ont conscience que ce vivant et que cette biosphère les dépasse. Et il y a dans toutes des manifestations vraiment très distinctes, ça peut être l'animisme, ça peut être d'autres formes, mais ce respect de quelque chose d'infranchissable là. Un vivant, on en fait partie, c'est notre milieu, il nous habite autant qu'on l'habite, mais il nous dépasse. Et donc, on respecte le fait qu'il nous dépasse. Bon, le design permaculturel a cette différence qu'il a été théorisé. Bill Mollison, dans les années 70, c'était un chercheur. Et comme diraient mes enfants quand ils parlent de mon travail, « Oh, toi, avec ta sémiose, tu théorises tout. » effectivement, c'était un chercheur, donc il a théorisé ce que les agricultures paysannes diverses ont pu laisser émerger, non pas dans une bêtise absolue comme on veut bien le faire croire, mais dans un lien intergénérationnel de transmission et d'évolution, d'innovation lente et créative, et justement en ajustement avec le vivant et plus largement avec la biosphère. Donc, le design permaculturel est dans cette veine. Je design avec le vivant et pas contre. L'agriculture industrielle mondialisée, je ne vais pas refaire l'histoire, tout le monde le sait ici dans cette salle,
elle fait à rebours du vivant, c'est-à-dire qu'elle a souhaité, en uniformisant, en standardisant les cultures culturelles, manière de travailler la terre, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a exterminé les cultures culturelles. Elle a donc coupé ce lien entre l'éco, l'oikos, la maison, la biosphère, et le techno-symbolique. On en arrive donc à des pratiques culturelles techno-symboliques. Je dis hors sol, je ne suis pas la seule à le dire, hors sol, parce qu'elles sont coupées du lien au vivant, au sol qui nous porte et qui nous supporte. Les paysages nourriciers se transforment donc en paysages de la mesure, c'est-à-dire de la modélisation, mais plutôt de la démesure, parce qu'ils sont coupés du lien de faire avec le vivant. On est donc dans quelque chose qui est à rebours du vivant, parce que voilà, la Terre, ça n'est qu'un support, on enlève tout ce qu'il y a parce que c'est de la merde et que ça nous embête, il faut défricher, comme on dit, même si on coupe une forêt, mais on défriche, c'est rien. Hein. Et puis après, on y met les intrants et on y met les bonnes semences qui vont bien, c'est-à-dire les semences hybrides, hein, on l'a entendu, qui sont de l'obsolescence programmée, etc. Bon, cette logique-là, on le sait, a créé beaucoup plus de problèmes qu'elle n'en a résolu, et elle continue à le faire. Donc, pas de problème avec le solutionnisme technologique, pour reprendre l'expression d'Edwige Morozov, on a la réponse à tout, c'est-à-dire la smart agriculture, dite agriculture intelligente, et donc dite agriculture de précision, tout simplement parce que des algorithmes pondus par quelqu'un dans la Silicon Valley vont régler la mesure de nos paysages nourriciers en tout modélisant, et l'agriculteur, peut-être agriculteur, je ne sais pas, qui va se servir de cette agriculture, en premier va être victime, puisqu'il va être privé de toute créativité, de toute son intelligence, puisqu'il va être rythmé selon les diagnostics des algorithmes et les décisions, dites décisions des algorithmes. Donc là, on n'en est plus seulement à designer à rebours du vivant, on en est à façonner directement le vivant. Les biotechnologies, dans ce sens-là, non seulement ne respectent pas l'altérité qu'il y a entre ce qui nous dépasse, le vivant, qui n'est pas programmable, qui n'est pas prévisible. On le sait, les OGM ou OGM cachés, peu importe, dans un milieu donné, ne réagissent pas comme en laboratoire, puisque en interaction avec la biosphère et d'autres êtres vivants, il y a des résultats imprévisibles et souvent très douloureux, en premier pour les paysans. Bien, donc la smart agriculture, en modélisant le vivant, en s'accaparant le vivant, eh bien, je ne refais pas la leçon, c'est bien expliqué dans le livre de Miguel, aplatit ce qu'est le vivant. Donc l'agriculture, c'est pas juste un domaine comme ça à part, c'est l'expression, elle concentre, c'est un domaine qui concentre tous les enjeux de société qui sont liés à tous les grands domaines, l'apprentissage, la santé, etc. Bien, donc ce solutionnisme technologique dont on entend parler aujourd'hui, eh ben, c'est bon, il n'y a pas de problème, on a une agriculture industrielle écologique parce qu'on a la smart agriculture qui va nous sauver. Et évidemment, les agricultures vivrières et familiales, c'est pas du tout pensé, c'est pas du tout modélisé, c'est pas du tout théorisé, donc forcément c'est à jeter. Bon, ça c'est c'est la propagande qu'on tente à nous faire avaler. Alors évidemment, tout repose sur cette question de l'hybridation entre nature et culture. Pour faire sans doute mieux passer cette future agriculture, l'agriculture de demain, on nous dit, bon, Philippe Descola le dit dans un de ses derniers ouvrages, il n'y a pas de différence finalement entre le panier fait par les communautés d'Amazonie et puis les OGM, parce que tout est hybride. Voilà, le panier, il part de l'osier pris dans les bois, mais il est travaillé par la culture de l'artisan. Les OGM sont des plants pris dans la nature, travaillés en laboratoire et réinjectés dans la nature. Donc nature-culture, tout est hybride et tout est mélangé. Ah, bon. Alors, prenons un exemple vraiment lié à nos paysages nourriciers. On a parlé des semences.
Si nous distinguons les semences paysannes des semences issues des biotechnologies, qu'est-ce qui fait fondamentalement la différence? Les semences paysannes, et là je fais référence à Christophe Noisette, journaliste spécialiste des biotechnologies, il travaille pour InfoGM, il explique très bien que les semences paysannes, elles sont toujours issues d'un respect du temps long nécessaire à l'interaction entre des plants, des êtres vivants végétaux et leur milieu. Et les paysans, dans la manière spécifique qu'ils vont avoir d'apprécier leur milieu, à la fois naturel et culturel, les spécificités du relief, du climat, de la nature du sol, etc., vont faire un travail autant technique, symbolique que incorporé en lien avec le vivant pour sentir le bon moment lors duquel ils vont recueillir les semences, pour trier ces semences, apprécier ce qui est porteur ou pas, de garder. Et voilà, les semences paysannes, on peut dire que oui, c'est pas du tout un mélange entre nature et culture, c'est un ajustement, pas la même chose. Les semences issues de la biotechnologie, elles ne respectent absolument pas le temps puisque c'est du viol de l'être vivant, c'est de la violence exercée à l'être vivant et c'est de la réduction du vivant. Comme Miguel le dit, le vivant est pris comme un assemblage, un jeu de Lego où on va avoir des fonctionnalités, etc. Et alors, on a un biologiste, Pierre-Henri Gouillon, qui travaille au Muséum d'histoire naturelle de Paris et qui dit attention, quand on veut bricoler comme ça, on ne pose aucune limite. Et donc lui, il propose de poser des limites. Je donne une toute petite citation. Il y a un reste de non-savoir constitutif d'une fonction invariante propre à tout système biologique ou social. On revient à l'organique. Un élément permanent qui est une condition de sa construction et de son évolution. Donc lui, il est vent debout ces violations du principe du vivant. Ma proposition, c'est absolument pas de dire tout est hybride, c'est-à-dire tout est mélangé, nature-culture, ça n'a pas de sens. Il n'y a que de l'hybride. C'est de respecter cette distinction entre nature et culture, mais distinction pour avoir des garde-fous, pour travailler cet ajustement. Comment des organisations sociales, avec leurs croyances, leur mode de vie, etc., vont penser et vivre cet ajustement à ce vivant, une nature, non pas en tant que domaine qu'on pourrait dominer, maîtriser, non pas non plus en tant que nature sauvage qui exclurait toute trace de l'être humain, mais une nature dans son sens premier. C'est-à-dire que chez les présocratiques, il y avait un terme, la physis, pour désigner à la fois le vivant, l'étang, le mouvement, la variation. Et à cette même époque, alors là, je remercie Augustin Berg, on a eu de nombreux échanges, et lui, il est vraiment spécialiste du Japon, il connaît aussi très bien la langue chinoise. Et donc, voilà ce qu'il me disait. Il me disait, quand Philippe d'Escola dit « Oui, la notion de nature », non pas le mot « nature » avec sa chaîne phonétique, mais la notion de nature, c'est spécifique à l'Occident, et notamment à la France, donc ça ne tient pas debout. Oui, sauf que, à l'époque des présocratiques, donc chez nous, en chinois, il y avait deux termes pour désigner nature. Il y avait le terme tian, qui, dans la veine confucianiste, signifie jour, et ce caractère sert à former les caractères saison, temps qu'il fait, le temps qu'il fait, univers, cosmos, et il y avait le terme ziran, plutôt dans la veine taoïste, qui signifiait le cours naturel des choses. Et les Japonais ont repris ces termes-là au chinois pour désigner plusieurs réalités à la fois qui s'assemblent. Le temps qu'il fait, la saison, les êtres vivants, le lien au cosmos et à l'univers. Donc ce que je propose dans mon livre, c'est de garder ce schème, évidemment, d'ajustement entre nature et culture, mais redéfinir cette notion de nature. La nature, c'est la biosphère, et c'est en même temps l'ensemble du vivant. C'est le cosmos, c'est l'univers. Donc ce sont des ensembles de réalités desquelles on émane, mais qui nous dépassent.
C'est bon? Eh bien, pour conclure, je propose non plus de parler de paysage, puisque dans notre histoire occidentale, le paysage, c'est un décor, c'est un cadre de vue, c'est très frontal finalement, pour parler de milieu paysager, milieu au sens d'Augustin Berck, un milieu de vie à la fois concret et existentiel, qui nous aide à vivre. Et ces milieux paysagers, ça veut dire quoi? C'est pas seulement changer d'un mot à l'autre pour donner un concept marketing, c'est pas ça du tout. C'est, en parlant de milieux paysagers, penser que tous ces êtres vivants qui peuplent nos paysages, ce sont des êtres qui énoncent à leur façon, c'est-à-dire sans anthropomorphisme. Ils manifestent quelque chose d'eux-mêmes aux autres dans une interrelation. On a un grand bioacousticien, Bernie Krause, qui a écrit le grand orchestre animal et il explique que cette biophonie, quand nous avons des actions destructrices sur ces paysages, c'est-à-dire ça ne veut pas dire intervenir, on ne fait pas de mal à chaque fois qu'on intervient, mais quand nous intervenons en détruisant ces organisations, ces interactions, eh bien, nous tuons la place du vivant. Et que très vite, on le sent, il y a une chute de la biodiversité. Aujourd'hui, beaucoup de chercheurs de disciplines différentes s'accordent pour dire que l'ensemble du vivant, même des êtres vivants sans conscience réfléchie, est capable de manifester quelque chose de lui-même aux autres. Et c'est dans cette interaction, dans ce milieu qui les habite autant que eux les façonnent, qu'il y a une croissance, une concrescence, un grandir ensemble. Eh bien, penser le paysage en tant que milieu paysager, c'est ça. C'est comment grandir ensemble avec le vivant. Et donc ça, c'est pas seulement la vue, c'est tous les sens. Merci beaucoup. Vas-y, Miguel. Non, je voulais juste dire quelque chose pour un exemple, ce que toi tu dis, non? On a travaillé par rapport à la musique, non? Et on s'est aperçu que quand tu dis que la culture, le rapport effectivement d'ajustement, que nous on travaille comme rythme, tu vois, non? C'est-à-dire bon, que c'est pas des scolas, justement. Bon, c'est pas le dualisme, mais c'est pas des scolas non plus. Bon. Nous, on a travaillé avec des musicologues, on s'est rendu compte très facilement, très rapidement, que les paysages, dans le sens des paysages, donc non pas des corps, non? Les paysages produisent des musiques, n'est-ce pas? C'est-à-dire que tous les peuples des montagnes produisent des musiques de flûte. Vous voyez, c'est-à-dire que dans la montagne, la flûte émerge, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que les types de végétation de la montagne, quand le vent passe, fait, n'est-ce pas? C'est-à-dire que donc la flûte, elle est là. Et l'Indien Quechua, Aymara, de chez nous, qui coupe une canne et fait une flûte, il continue un mouvement, n'est-ce pas? Il continue un mouvement. Tous les peuples des fleuves, ils produisent des cordes. Hein? C'est-à-dire, par exemple, chez nous, il y a un peuple qui est un peuple de l'eau, qui est le peuple Guarani. Hein? C'est un peuple d'eau. Hein? C'est-à-dire, même leur corps, il y a plus d'eau que nous, n'est-ce pas? Et alors, ils jouent l'harpe, n'est-ce pas? Et les grandes villes produisent les blues, les tangos, les rock, vous voyez, c'est-à-dire qu'on a fait un travail qui était très agréable et qui avait un côté d'une évidence absolue, mais quand même, c'est-à-dire, c'est intéressant de voir ça, comment les paysages produisent. Et une différence, par exemple, entre les vivants et l'inerte, c'est que moi, mon lieu, vous savez, on a tous un lieu dans le monde qu'on dit, là c'est mon lieu dans le monde. Mon lieu dans le monde, c'est La Quiaca, c'est une petite ville à la frontière entre la Bolivie et l'Argentine, à 4000 et quelques mètres d'altitude, c'est mon lieu. Je vais là, voilà. Et moi, je ne peux pas penser pareil à La Quiaca qu'à Paris, par exemple, ou à Buenos Aires. Je ne peux pas penser, parce que mon corps n'est pas pareil. Si ma bécane ne fonctionne pas pareil à Paris qu'à La Quiaca, je les jette à la poubelle. Donc, c'est une des différences, n'est-ce pas? Alors, ce qu'on veut, c'est qu'on devienne des bécanes qui pensent pareil à Paris qu'à La Quiaca. Alors, simplement, d'un point de vue neurophysiologique, les jours où les humains penseront pareil à Paris qu'à La Quiaca, ils ne penseront plus.
Alors, Francis, après tout ça, là. Moi, je voulais vous présenter finalement notre réflexion parce que donc l'Université de La Rochelle a 25 ans cette année. Donc c'est une université un peu particulière parce qu'il n'y a pas de campus à La Rochelle, c'est une université dans la ville. Et dans ce quartier où nous sommes, où on a essayé de mixer justement, d'intégrer, on parlait tout à l'heure d'intégration, l'université dans la ville. D'ailleurs, ce lieu il est un petit peu symbolique parce que c'est le même corps de bâtiment qui, d'un côté, sur la ville et la médiathèque, et de l'autre côté, le regard vers l'université et la bibliothèque universitaire. Donc, j'ai eu le plaisir d'être là il y a un peu plus de 25 ans à la mission de création de cette université. Et donc, je suis aujourd'hui professeur émérite et on m'a chargé d'une mission qui est de dire, voilà, nous avons construit cette université il y a 25 ans dans un jeu de contraintes sociétales qui existaient déjà, mais qui étaient beaucoup moins prégnantes qu'elles ne le sont aujourd'hui. Mais nous avons aussi à notre disposition aujourd'hui des outils qui n'existaient pas il y a 25 ans. Donc comment est-ce qu'on peut repositionner notre université pour les 25 ans qui viennent en intégrant ces différentes dimensions? Alors c'est ce qu'on a appelé notre projet Smart Campus. Donc comment est-ce que ça s'est initié? Ça s'est initié par un séminaire dans lequel j'animais un atelier avec les collègues il y a à peu près un an. Et disons l'année 2017, ça a été l'année un petit peu de réflexion. On a défini, un certain nombre de collègues se sont appropriés des fiches actions. On a 25 fiches actions aujourd'hui. Et l'idée, finalement, c'est de transformer finalement notre université en un écosystème, un campus, disons, durable, c'est-à-dire qui s'inscrive réellement dans la durée sur le respect de l'environnement, notamment, de façon très intégratrice. Hein, c'est-à-dire qu'on y met, bien sûr, tout ce qui est l'éco-citoyenneté, etc. Qui profite également des technologies dont vous parliez, du numérique, hein, parce qu'elles offrent aujourd'hui des facilités d'accès aussi à l'université. En d'autres termes, on a beaucoup plus de mobilité que quand j'ai commencé ma carrière d'universitaire. Enfin, moi, c'était pas... J'étais CNRS à l'époque, je n'étais pas universitaire, mais enfin bon, c'est la même famille. Et donc, aujourd'hui, si Pierre est au Mali, comme on parlait tout à l'heure, Paul à New York et le troisième à La Rochelle, ils peuvent avoir besoin, justement, soit de retrouver, disons, des éléments de cours dont ils auraient besoin, etc. Donc il y a aujourd'hui aussi des possibilités offertes par la technique, à condition qu'elle soit maîtrisée, je suis complètement d'accord avec vous, mais qui permettent aussi d'ouvrir aussi les universités à d'autres publics. Pas uniquement, disons, au public classique d'un campus physique. Voilà. Et on pense aussi, dans notre démarche, aux étudiants étrangers, et notamment, disons, africains, mais ça peut être aussi du sud-est asiatique, pour qui, finalement, venir étudier en France est un investissement très important pour leur communauté, souvent, ou leur famille. Et donc c'est aussi, on a, disons, cette stratégie-là, c'est-à-dire de pouvoir accueillir sur nos formations, d'autres publics, et ça peut être aussi quelqu'un qui s'intéresse, je ne sais pas, à l'histoire du XVIIIe siècle et qui veut suivre un module. Donc aujourd'hui... Au-delà de cette accessibilité, bon développement de l'université, quel va être le saut qualitatif par rapport à une université qui a été conçue il y a 25 ans, par rapport, les enjeux de développement durable, donc on a parlé tout à l'heure de l'objectif d'une université zéro carbone, et par rapport à ce qui a été évoqué là, dans les interventions précédentes, justement dans comment on conçoit l'université, cet écosystème dont vous avez parlé, quelles vont être les interrelations qu'on va vouloir développer
entre la J'y population viens. étudiante Voilà. et la population urbaine. Donc aujourd'hui, on s'est fixé 3 axes de travail. Il y a un premier axe de travail qui est le campus durable, j'allais dire. Voilà. Campus durable, ben, c'est, disons, tous les objectifs de développement durable que l'on peut s'assigner. Et d'ailleurs, on essaie de se... On a besoin d'un référentiel quelque part pour savoir s'il n'y a pas de trou dans la raquette, quoi, de savoir si on a bien travaillé. Et là, il a été initié en France il y a quelques années, dans le cadre de ce que l'on avait appelé à l'époque un plan vert pour les universités, mais il y a très peu d'universités finalement qui ont souscrit. Il y a un référentiel qui avait été développé par des collègues et qui est toujours vivant, hein, qui évolue, qui est développement durable et responsabilité sociétale des universités. Donc on est dans ce cadre-là. Le deuxième axe, c'est j'allais dire le campus connecté, disons. Voilà. Hein, je ne sais pas s'il faut le dire. Voilà. C'est un petit peu ce dont j'ai parlé. Hein. Même chose, on a recherché, il se trouve qu'on a des collègues qui travaillent sur le numérique responsable. Donc Vincent qui doit intervenir tout à l'heure pour vous en parler plus précisément. Et il y a un référentiel qui a été développé aussi, enfin qui est en cours de développement et qui commence à émerger sur ce qu'on appelle le Green IT, c'est-à-dire le numérique responsable. Donc on se met aussi dans cette démarche-là. Notre ambition, c'est d'être aussi la première université qui puisse accéder à ce label. Et le troisième axe, justement, c'est celui dont vous parliez, c'est-à-dire c'est finalement les relations de notre écosystème avec son environnement. Alors cet axe, on l'a appelé Smart Campus in a Smart City. Bon, c'est un peu facile. Mais l'idée, c'est bien ça. C'est-à-dire, c'est de dire comment est-ce qu'on peut repenser aussi les relations de l'université en tant qu'écosystème avec son environnement. Alors, ça peut être des interactions très triviales, je ne sais pas, sur la mobilité, par exemple. Mais ça peut être une réflexion sur, justement, les enjeux globaux. Comment est-ce qu'on associe, disons, notre environnement. L'université, c'est à La Rochelle 10% de la population. Si notre volonté, justement, c'est de développer au sein de l'université, disons, l'éco-citoyenneté, c'est-à-dire que l'université soit aussi un laboratoire vivant qui, en son sein, puisse expérimenter, mais puisse recevoir aussi, accueillir des gens qui veulent travailler sur ces problèmes-là, et finalement transférer petit à petit ces bonnes pratiques à notre environnement immédiat. Donc ça, c'est notre troisième axe. Et alors, ce dont vous parliez aussi, qui est important, c'est que ce projet qui a été initié au départ à l'université, on vient de lui donner finalement une autre dimension. Le territoire donc, de la communauté d'agglo de La Rochelle a répondu à un appel à manifestation d'intérêt sur les territoires d'innovation de grande ambition. C'était l'an dernier, bon, des appels à projets classiques. Donc il y avait 120 candidatures au niveau national, il y a une quarantaine qui ont été auditionnées, une vingtaine retenues, et nous faisons partie des lauréats, qui pour l'instant n'ont gagné que le droit de concourir, puisque la sélection se fera dans 1 an, quand tout sera bien construit. L'objectif, c'est de dire, voilà, comment est-ce qu'on peut, sur un territoire comme le nôtre, qui a une taille modeste, la CDA c'est 167 000 habitants, je crois, à peu près, qui a une taille modeste mais significative, qui est une ville littorale, et on sait les enjeux des zones littorales partout sur la planète, hein, qui croissent plus vite que les autres zones, et où les enjeux justement climatiques sont encore plus prégnants. Okay. Et donc, l'objectif de ce territoire, c'est de dire, voilà, comment est-ce qu'on peut se mettre ensemble avec un objectif commun qui est d'avoir un territoire dont le bilan carbone est nul à horizon 2040. Ok. Moi, je vais lancer une question à Miguel, quelque chose dont qu'il n'a pas évoqué dans sa présentation, qui est que dans son livre « La singularité du vivant », dont il développe les thèmes dont il nous a parlé, mais il propose aussi un modèle, c'est-à-dire que si on est au bord de
le risque aujourd'hui, c'est la colonisation de l'homme par la machine. Il ne s'agit pas d'être technophobe et de refuser tout progrès technologique, mais comment on appréhende cette évolution pour faire en sorte qu'on reste maître du jeu. Donc c'est un modèle que tu as appelé le Mamotreto. Donc est-ce que tu peux nous en dire un mot sur qu'est-ce que c'est? D'abord, pourquoi tu as pensé le proposer, que c'est important de le proposer, et ensuite à quoi ça sert? Alors d'abord je vais dire un mot par rapport à la colonisation. Parce que ça semble un peu trop science-fiction, n'est-ce pas, être colonisé par des machines. La vérité, c'est que ce qui se passe depuis maintenant une trentaine d'années au moins, j'ai travaillé là-dessus pour un bouquin Médecine et biopouvoir, c'est que nos sociétés, de plus en plus, ont l'innovation technologique comme source de valeur, n'est-ce pas? C'est-à-dire ce que la technique rend possible devient vite fait obligatoire et donc la technique crée des valeurs. Alors par exemple dans le bouquin sur médecine biopouvoir, j'ai travaillé sur la prévention par rapport à malformation, n'est-ce pas, pendant la grossesse, non? Alors c'est pas quelque chose de tout bête comme ça, facile à constater, hein. C'est-à-dire que je me suis rendu compte qu'à Paris et banlieue, il y avait presque 0 naissance d'enfants Down, d'enfants trisomiques. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que, comme il y a une médicalisation de la grossesse, il y a un tas d'avortements thérapeutiques, certains préventifs, d'autres pas. C'est vrai que la prévention, l'analyse pour trisomie, elle est assez exacte, mais ce n'est pas non plus si exact que ça. Il y a des avortements, bon, enfin, peu importe. Là, ce que je veux dire, c'est que personne n'a décidé que les trisomiques n'étaient plus des humains. Vous voyez, c'est-à-dire, ce n'est pas que dans l'Assemblée nationale, des nazis, vous voyez, ils sont mis debout, ils ont fait voter qu'on ne voulait plus que les trisomiques fassent partie de l'humanité. Vous comprenez? Comme la technique rend possible cet eugénisme-là, il y a un eugénisme, vous voyez, en route, qui est un eugénisme aidéologique. Vous voyez? Ce que la technique rend possible devient vite fait obligatoire. C'est-à-dire essayer de vivre sans carte de crédit, par exemple. N'est-ce pas? Mais la carte de crédit, personne ne vous oblige, hein, c'est une possibilité. Moi, par exemple, par maladie mentale, je suis phobique, je ne peux pas supporter d'avoir un cacaphone, n'est-ce pas? On est deux. Voilà, on est deux. Alors je vais te dire les diagnostics, c'est horrible. Et alors donc, au fait, vivre sans cacaphone devient très, très difficile. Pourtant, les cacaphones, c'est une option que la technique nous donne. Ben, maintenant, par exemple, quand je dois louer une bagnole, je donne un 0,6 n'importe quoi, parce que sinon, je ne sais pas... alors, si un jour, j'ai fait une merdouille avec une voiture louée, ils vont appeler je ne sais pas qui, pour lui dire, monsieur, vous avez écrabouillé la bagnole de chez Avis, vous voyez. Donc, ce que la technique rend possible devient valeur. C'est une source des valeurs sociales, des normativités sociales. Vous comprenez? Bon. Alors, je vous donne un exemple très concret de colonisation. Les possibles que la technique donne remplacent la recherche des non possibles à nous. C'est comme un exosquelette par rapport à un endosquelette. Alors, je vous donne un exemple tout bête, que ça va vous déprimer tous. Mais c'est pas grave, après vous prenez rendez-vous avec moi parce que moi, c'est pas en tant que chercheur que j'ai gagné mes raviolis. Absolument, moi j'ai gagné mes raviolis en tant que psy quand même. Alors, vous imaginez, moi en tant que chercheur, il y a Laurent Alexandre qui dit on va pas mourir. Et moi j'arrive après, je dis si, on va tous clamser, personne ne me paye pour ça. Alors donc, je passe mon temps à déprimer les gens. Et après, je passe ma carte de visite. Alors, je vous donne l'exemple en question. L'exemple en question, c'est il s'avère que les cacophones nous donnent la possibilité de savoir tous les 2 minutes si quelqu'un nous a appelés. Or, mis à part être le président des États-Unis, personne n'a besoin de savoir si tous les 2 minutes quelqu'un t'a appelé. Or, comme on a cette possibilité-là, tout le monde regarde tous les 2 minutes les cacophones. Donc, on se moule, vous voyez, on se moule dans les possibles de la technique, on moule notre puissance, n'est-ce pas? Notre être, je sais pas, notre énergie, comme vous l'appelez comme vous voulez,
on les moule dans les puissances de la technique. Je me souviens d'une patiente qui est incroyable, je l'ai enviée, son mari avait gagné le loto. Après, c'était tiré avec la secrétaire, mais il avait quand même donné des sous à elle. Je vous raconte la petite... Je sais que les plus intéressants, c'est les petites histoires, et le reste, on s'en fout. Mais bon, alors donc, cette dame avait acheté une bécane magnifique. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Cette dame, elle passait sa journée en train d'explorer les possibles de la bécane. Et moi, je disais, mais qu'est-ce que vous en avez à foutre de ce que la bécane peut faire, n'est-ce pas? C'est-à-dire, vous la voulez pourquoi, la bécane? Vous voyez? Mais elle ne voulait pour rien, la bécane. Vous comprenez? Et c'est ça. Il n'y a pas que cette patiente, vous voyez? C'est-à-dire, c'est comme ça. C'est-à-dire que c'est que les cacophones... Moi, j'ai un copain, un très bon copain, qui est du collectif Malgré tout, etc. Malgré tout, ça s'appelle mon collectif, non? Alors, donc, les mecs, ils rentrent du boulot en vélo. Alors, quand ils arrivent, ils regardent tous les cons qui ont fait les mêmes trajets, combien de temps ils sont mis et combien de temps il a mis lui. Je dis, qu'est-ce que tu as à foutre? Non? Ben, il n'a rien à foutre, simplement c'est le côté ludique, vous voyez. Alors donc, par rapport à la colonisation, c'est ça, c'est-à-dire c'est que on moule notre temps de vie dans les possibles de la machine. Alors les mamotretos d'abord, les mamotretos c'est un mot espagnol, argentin, bon vous savez les argentins on a tout inventé, non? C'est-à-dire, voilà, les autres qui ont voulu être la race supérieure sont trompés parce que c'est nous. Les nazis ils avaient un seul tort, ils sont trompés, c'était nous. Et alors donc au fait, les mots mamotreto, oui on dit que les argentins on est pédants mais c'est parce qu'ils nous envient. Au fait le mot mamotreto ça veut dire les n'importe quoi, n'est-ce pas? Alors que moi, ça fait 12 ans que je travaille pour essayer de construire un modèle organique, pour essayer de construire d'un point de vue scientifique, épistémologique, un modèle organique, c'est-à-dire d'essayer d'établir d'un point de vue scientifique et épistémologique, c'est ça les deux exigences, mettons, n'est-ce pas? J'essaie d'expliquer quels sont les rapports, comment nous devons penser, comment nous pouvons essayer de penser les rapports entre les biologiques, les culturels, les objets inertes, n'est-ce pas, etc. Comme ça fait 12 ans au moins que je travaille là-dessus. Finalement, j'ai sorti ces bouquins-là, en dialogue quand même avec un grand mathématicien, Giuseppe Longo, non? Et d'autres épistémologues, et un philosophe, Jean-Michel Besnier, avec Pierre-Henri Gouillon, non? Avec lesquels on se bagarre avec beaucoup d'amitié. Bon, donc, j'ai sorti ces trucs-là, et quand je sors ça, après 12 ans au moins de boulot, je me dis, qu'est-ce que tu as fait là, Miguel? Tu as fait un modèle de comment les choses sont. Alors, comme tout ce qu'on fait dans la vie, c'est un mamotreto, n'est-ce pas? C'est-à-dire que le problème, c'est quand on croit que ce qu'on a fait, c'est la chose, vous voyez? Alors donc, les propres du vivant, c'est justement cette faille, n'est-ce pas? C'est-à-dire que quand on est arrivé, on se rend compte que pas du tout, n'est-ce pas? Alors donc, comme ces modèles-là, je l'aime beaucoup, je l'ai bichonné, je l'ai fait passer partout, je l'ai fait tamponner par les Américains, parce que sinon tu n'existes pas, etc. Alors donc, ces modèles-là, je l'appelle mamotreto. Ces modèles-là est un effort, effectivement, pour essayer de penser comment nous pouvons concevoir les rapports, n'est-ce pas, entre les champs biologiques, les champs de la culture et ce qu'on appelle la matière inerte, n'est-ce pas? Alors, il doit beaucoup à des amis de Berck comme Huxley, non? Qui était... C'était un grand biologiste, avec de petits défauts, il était nazi. Mais bon, c'est des personnes parfaites. Et alors, donc, effectivement, bon voilà, c'est en continuation de tout. C'est pas sorti sui generis dans ma tête délirante. Mais c'est vrai, c'est un effort. Et bon, je travaille beaucoup à partir du mamotreto avec beaucoup de chercheurs. Et j'ai eu la chance de commencer à travailler à partir du mamotreto avec Berck, effectivement, en disant, bon voilà, comment est-ce que tu vois ça? Comment est-ce que tu vois ça? Comment est-ce qu'on fait jouer ça? C'est une proposition, c'est une proposition. Et je crois qu'il y a une éthique du mamotreto. Une éthique du mamotreto, ça veut dire faire les choses les plus sérieuses sans se prendre au sérieux. Parce que le problème, c'est quand les gens se prennent au sérieux, là, ça ne devient pas sérieux du tout. Non? Nicole sur le mamotreto. Mamotreto. Eh ben, oui, je l'ai lu.
Et effectivement, je crois que puisque nous faisons partie du vivant, nous ne sommes qu'une petite chaîne et nous sommes autant habités par notre milieu de vie. J'entends par là non pas le mot à la mode écosystème numérique, mais notre milieu de vie tout court, avec des paysages nourriciers, des êtres vivants humains et non humains, etc. Nous sommes autant habités par ce milieu que nous l'habitons, que nous le façonnons. Et donc, c'est vrai que sans doute une des causes des plus grandes catastrophes contemporaines, la destruction de la biodiversité et de la biosphère, c'est ce manque de conscience du vivant que chacun de nous devrait avoir. Et apprendre aux enfants, non pas seulement avec des signes discursifs, des mots MOTS à l'école, mais aussi dans le jardin, en se promenant, etc. J'en profite pour dire que une des propositions dans mon livre, c'est que en suivant Victor Papanek, c'était un des plus grands théoriciens du design dans les années 70, on est tous des designers, au sens que j'ai explicité. On est tous des designers et je dirais qu'aujourd'hui, la grande urgence, c'est qu'on soit tous des paysans designers, paysans au sens de nous travaillons notre pays, notre petit lopin de terre. Et ça, c'est autant valable pour les paysages urbains que les paysages ruraux. On apprend aux enfants, ouais super, les pays développés, ce sont ceux qui vont arriver à 90% d'urbanisation dans les prochaines années, c'est génial. Sauf que, est-ce que c'est ça la solution ? Ben, plutôt penser que les urbanisations devraient se faire à plus petite échelle et puis que la ruralité devrait pouvoir vivre, puisqu'il ne s'agit pas d'opposer la nature et les êtres humains, mais je reprends le terme d'Augustin Berck, hein, la concrescence, grandir ensemble entre le vivant et les êtres humains. Donc on est tous amenés à être des paysans designers et l'apprendre à nos enfants. Voilà. Et il me semble que tout chercheur, avant de raconter des grandes théories, devrait commencer par savoir ce qu'est la terre sur laquelle il marche et savoir jardiner, même si ce n'est pas l'art du jardin, mais savoir ce que c'est que faire pousser un légume et comprendre le rôle d'un ver de terre. Ça, je pense que c'est très important parce qu'on est dans une société dans des sociétés de l'anesthésie. On a tué totalement les esthésies au sens de sensibilité, culturelle et culturelle, manière d'être au monde. On est en train d'exterminer ces dernières communautés. Alors, Miguel, vivant en Amérique du Sud, tu dois voir des crimes grandeur démesurés au quotidien, hein, crimes des communautés contre les communautés humaines, indiens, et on se dit des pays développés qui incarnons le progrès. De quel progrès parle-t-on ? C'est pas parce que mon voisin qui fait venir la pelleteuse pour arracher les dernières haies limousines qui restent est effectivement plus puissant, équipé technologiquement de façon plus puissante que il y a 30 ans avec la tronçonneuse ou il y a 400 ou même 100 ans avec la hache, qu'il est plus développé. Ça, je vous le garantis. Parlez avec lui, il est sous-développé. Bon, ben voilà, c'est à nous d'agir, quoi. Alors, la parole à la salle.